Monsieur José Cyr Ebina, député de la circonscription unique d'Igné. Alors bonsoir monsieur le député. Bonsoir. Bienvenue à la radio de la communauté. Nous sommes bien sûr joints à la communauté avec ce député qui vient de Brazzaville. Oui, je viens de Brazzaville. Alors nous allons donc commencer par une présentation de l'homme. On ne vous connaît pas assez dans la communauté congolaise des USA. Alors, un mot sur vous-même, monsieur le député. Je suis monsieur José Cyr Ebina. Ebina, troisième du nom, fils de Ebina Charles et petit-fils d'Ebina Daniel. Je suis né le 14 septembre 1968 à Madingu, dans le département de la Bouenza. Et je suis député dans le département du Pôle Nord, plus précisément à Igné. Voilà, monsieur le député a une présentation précise. C'est pour la première fois que j'entends mes invités donner sur l'antenne leur âge, mais c'est très intéressant. Alors, nous allons essayer de nous situer géographiquement sur votre circonscription. D'où parlez-vous? Ma circonscription part aujourd'hui de Brazzaville Nord, plus précisément. Pour ceux qui connaissent un peu Brazzaville, comme on appelle la route du Nord, ça va aujourd'hui, parce que hier ma circonscription partait de Diri jusqu'à Nko, au nouveau village. Ça passait jusqu'à Dieu-le-Veut. Nko, c'était mon dernier village sur l'axe Goudronné. Et sur l'axe fluvial, je suis limitrophe à la RDC par le village Maluku. Et sur l'axe ouest, je suis limitrophe à Mayama par Machetama et j'en passe. Donc voilà, limitrophe de Brazzaville par Diri. Aujourd'hui, on a eu un nouveau découpage dans ma circonscription qui part maintenant aujourd'hui de Lifula, au nouveau péage, jusqu'à Dieu-le-Veut. Voilà. Invité de ce journal de la communauté, monsieur José Cyr Ebina, donc, qui nous parle de sa circonscription unique d'Igné. Alors, monsieur le député, vous n'avez pas assez de monde là-bas pour qu'il n'y ait qu'une... Quoi, ça a été arrangé pour vous permettre de gagner ou comment? Écoutez, c'est pas moi qui fais le découpage. Aujourd'hui, l'État a décidé, avec toutes les infrastructures que le gouvernement a placées dans ma circonscription, qui a subi un découpage. Nous avons la circonscription, sinon la commune urbaine de Diri et Kintele, qui est devenue une commune en plein exercice. Donc, Igné est resté commune, une circonscription unique, mais tout simplement parce que par rapport au nombre d'habitants, on ne va pas mettre deux circonscriptions dans une commune où on est à près de 15 000 habitants. Donc, on va pas mettre deux circonscriptions là-dessus. Voilà, nous savons, monsieur le député, que souvent à Brazzaville et dans le nombre de pays, l'électorat est toujours une vache à lait pour celui qui veut justement accéder à des responsabilités. Est-ce que vous aviez, avant de postuler à ce vote, ou d'être élu, j'allais dire, une pensée pour ces gens? Je voudrais dire que, est-ce que, avant d'être élu député, vous vous rendiez à Igné? Est-ce que vous avez des attaches avec ces populations? Merci beaucoup pour votre question. Je voudrais d'abord vous dire que je suis à mon deuxième mandat. Parce que le premier mandat, j'étais député élu indépendant, parce que c'était sous la demande des populations d'Igné. Vous savez, je profite de votre antenne pour dire encore une fois de plus, merci à cette population d'Igné. Parce que c'est grâce à elle qu'aujourd'hui je fais de la politique. Mon cursus normal, je suis fils de commerçant. Donc naturellement, comme on dit, les enfants suivent toujours l'exemple de papa. Mon cursus normal, je vais continuer à exercer dans le commerce. Mais c'est vu l'insistance et la demande de ces populations d'Igné que je suis allé en politique. Donc ces populations sont venus me voir parce qu'on menait déjà des actions avec la Fondation Ebina.
au niveau de ces populations-là. Et ils nous ont demandé d'être leurs représentants au niveau de l'hémicycle. À l'époque, leur député, c'était le ministre Jean-Martin Bemba. Donc, je suis arrivé et je leur ai dit tout simplement que moi, je ne sais pas faire de la politique. Je sais ce que mes parents m'ont appris et m'ont enseigné et ce que j'ai appris à l'école. Acheter une boîte de tomates, faire la plus-value et vendre. Mais ils m'ont dit, nous allons faire ta politique. Et la preuve, ils me l'ont bien démontré. Je suis à mon deuxième mandat. Et une fois de plus, merci à cette population d'Igny. Voilà, je voudrais m'appesantir sur cet aspect, monsieur le député. Vous êtes à votre deuxième mandat, mais sous un autre label. Alors, ce qui suscite quelques réflexions, certainement vous êtes attiré des foudres des gens qui vous ont élu à votre première législature. Comment expliquez-vous cela? Est-ce que vous ne voyez pas que ce virage que vous avez fait, un virage entre guillemets à 360 degrés, est-ce que votre base a accepté ce changement de camp, pour ainsi dire? Je ne dirais pas un virage à 360 degrés. Vous savez, un virage à 360 degrés, je le comprendrais si j'étais de l'opposition. Je ne suis pas de l'opposition. Donc, indépendant, ça veut dire on est du centre. On penche du côté de la majorité comme on penche du côté de l'opposition. Non, la question est pertinente. Je voudrais tout simplement dire que mes populations ont cru, parce que c'est un projet que nous avons construit ensemble. C'est un projet que nous avons préparé ensemble. J'ai été député indépendant. J'ai fait 5 ans comme député indépendant. Bon. Dans ces 5 années-là, j'ai vu les tenants et les aboutissants. J'ai vu les avantages et les inconvénients. Donc, en jugeant, en mettant sur la balance les avantages et les inconvénients, la balance a plus pesé vers les inconvénients. Pourquoi? Parce que être un député indépendant, au niveau de l'hémicycle, on est un électron libre. Ça, c'est le premier point. Le second point, vous savez, on ne peut pas faire la politique en étant seul. La politique, on le fait en étant dans un groupe. Ou sinon, j'avais le choix ou de créer un parti ou de me muter dans un parti. La création d'un parti, j'ai vu comment dans nos pays, du moins en Afrique, sinon dans le Congo que je le connais mieux, la création d'un parti, ça se repose sur la tête de l'individu, sinon de la personne qui crée le parti. Et ça s'assoit sur les moyens pécuniaires. Les gens n'y croient pas. Et moi, étant un fils de l'UGC, sinon un fils du Parti congolais du travail, étant un fils du MNP, parce que j'ai pris ma base. Aujourd'hui, je me présente devant vous parce que ma formation, mon cursus scolaire est parti de Brazzaville, du Congo. Donc j'ai fait Paul Tchondé à Wenzé, Gampo et Loulou à Wenzé, Gangue Edouard à l'OCH, lycée technique. C'est là où j'ai eu ma base du Mandi, comme on dit quand vous voulez bâtir une maison, les fondations. Les fondations, je les ai eues au Congo et je suis venu terminer mon cursus universitaire en Europe. Donc, j'ai bâti ce projet avec les populations, tout simplement leur disant que aujourd'hui nous sommes indépendants parce que je suis parmi les députés, vous savez, parler de soi est souvent haïssable. Je suis parmi les députés qui font plus de descentes dans leur circonscription. Donc, je suis proche de mes populations. Et je leur ai dit, on ne peut pas continuer en étant un électron libre. Ou nous nous mettons ensemble pour créer un parti. Ou nous nous mettons ensemble pour aller se muter vers un parti. Et ils m'ont donné le cutis d'essayer de voir, parce qu'on a vu qu'on ne pouvait pas créer un parti. Je leur ai dit, je n'ai pas les fonds pour créer un parti. Parce que moi, mes parents m'ont appris la méritocratie, les valeurs. Donc, j'ai dit, je n'ai pas les fonds nécessaires pour créer un parti. Mais essayons de voir avec vous dans quel parti nous pouvons muter. Ils m'ont donné le cutis pour aller voir dans quel parti nous pouvons muter. J'ai fait les 12 départements du Congo pour voir quel était le parti le mieux installé, implanté dans les départements. Mais le seul parti que j'ai vu qui était le mieux implanté, c'est le parti dont que je présente aujourd'hui, que le Parti congolais du travail, dont je ne suis pas un membre du bureau politique, ni un membre dans l'échelon, dont je suis seulement un membre simple. Je suis à la base. Alors, dans ce parti, il y a toujours cette idée. On associe toujours l'existence du PCT, du point de vue historique,
à cette idée de médiocrité. Est-ce que vous pouvez maintenant parler de vous-même, notamment de votre cursus, en quelques secondes? De moi-même, fils de commerçant, je vous ai déjà cité mon cursus au niveau de l'école primaire jusqu'au lycée. Les cours universitaires, j'ai eu une maîtrise en gestion d'entreprise en Roumanie. Donc après, je suis rentré au Congo où j'ai commencé à travailler dans l'entreprise familiale. Oui. Donc voilà, j'ai fait en restant un peu en Europe tous les petits boulots qu'on connaît. J'étais agent pour donner une clarification. J'étais technicien de surface. Vous savez ce que c'est. Pour ne pas dire éboueur, j'étais technicien de surface. Du haut du fils du milliardaire qui était mon grand-père. Absolument. J'étais technicien de surface parce que il fallait que j'apprenne les rudiments de la vie. En rentrant au Congo, quand j'allais au Congo pour les vacances, c'est une anecdote que je vais vous raconter. Mon père me disait, tu viens, la voiture est là. Tu peux prendre la voiture pour aller faire toute la Java que tu veux, mais je ne te donne rien. Mais pour cela, il faut que tu travailles. Donc, pour ceux qui me connaissent, ceux de ma génération, ils savent que j'étais contrôleur de bus. Donc, j'ai contrôlé. Ah, c'est très bien ça. J'étais contrôleur de bus et cela m'a formé. Je suis parmi ceux qui ont créé le circuit fermé. Pour ceux qui partent à Brazzaville, ils savent que on partait de Total au plateau de 15 heures au centre-ville avec Père son âme, le docteur, qui était parmi les initiateurs. Nous, on a créé le circuit fermé qui tournait dans Brazzaville. Donc, j'étais parmi ceux qui venaient, des jeunes qui étaient habillés comme on était à Bakongo, en Weston, en train de contrôler les gens dans les bus. Voilà un peu plus ou moins mon petit cursus. Voilà, il n'est pas petit, je retiens que vous êtes un gestionnaire. Alors, voilà, je retiens que vous êtes gestionnaire, monsieur Ebina, et vous suivez donc l'action du gouvernement en tant que parlementaire. Oui. Alors, vous avez au gouvernement des gestionnaires. Quels sont les rapports que vous entretenez aujourd'hui avec le gouvernement? Avez-vous des rapports difficiles? Je voudrais que vous me fassiez un tableau tout à fait général sur la nature des rapports que vous avez. Ces rapports sont-ils, je répète, difficiles ou vous n'êtes qu'une chambre d'enregistrement de ce que le gouvernement propose? Honnêtement, je vais vous dire, les rapports, honnêtement, à l'image des dernières questions orales, puisque je sais que Télé Congo est suivi jusqu'ici. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on essaie de voir. J'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y a eu des gens qui ont rebondi sur, disons, ils ont fait passer l'image de la question de l'honorable Ferriol Ngasakis, dont j'avais posé sur la question de nos compatriotes, les étudiants à l'étranger, avec le ministre Bruno Richard Itoua. Vous savez quelle était sa réponse. En suivant cela, vous avez déjà vu la qualité du rapport. Mais je voudrais dire, nous avons des rapports francs et chacun joue son rôle. Nous jouons notre partition. S'il faut interpeller le gouvernement, nous les interpellons comme il faut. Donc, vous savez, parfois, on est souvent un peu dubitatif parce que la qualité de retour, de réponse ne nous satisfait pas. Elle ne nous satisfait pas pourquoi? Parce que nous posons la question. La question, je vais vous parler par exemple de la question orale. Oui. Nous la faisons, la question écrite. Nous l'envoyons au gouvernement. Le gouvernement prépare la question. Elles viennent à l'Assemblée le jour de l'interpellation, on lit la question. D'accord? Oui. Le ministre, c'est déjà préparé. Il nous donne sa réponse. Si nous ne sommes pas satisfaits, on replique à cette question. Et vous savez, celui qui parle en dernier a toujours le dernier mot. Donc, c'est le gouvernement qui parle en dernier. C'est pour ça qu'on a toujours tendance à penser que les ministres ont le dessus sur nous. Je pense que même là aussi, il faut que nous essayons de voir comment on peut réellement avoir vous voulez-vous parler des rapports de subordination que vous entretenez avec le gouvernement ou vous pensez que... Je ne peux pas parler de rapports de subordination, non.
C'est ça le règlement intérieur. On se plie par rapport au règlement intérieur. Je pense qu'il faut que nous réfléchissions sur ce règlement intérieur-là. Parce que le but, c'est pas que nous nous chamaillons avec le gouvernement. Le but, c'est que nous trouvons des solutions pour nos concitoyens. C'est ça l'objectif. Et c'est ça le but. D'accord? Et vous savez qu'à l'Assemblée, c'est celui qui a la majorité. Nous sommes une majorité gouvernementale. Nous sommes une majorité présidentielle. Donc le but, c'est d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. C'est ça le but. Bon, on n'est pas dans un rapport d'infériorité ou de subordination. Non, non, le gouvernement a son rôle et nous avons notre rôle. Voilà, je rappelle que nous recevons à ce numéro du Journal de la Communauté M. José Cyr Ebina, qui est député de la circonscription unique d'Igné et qui parle justement de sa circonscription et des rapports entre le gouvernement et l'Assemblée. Voilà, nous allons donc poursuivre. Il nous reste 2 points certainement à aborder. Monsieur le député, merci pour votre disponibilité. Je dois vous le concéder. Alors, essayons un peu de parler de la diaspora. Puisque vous êtes ici aux USA, alors vous avez visité la France, vous êtes ici aux États-Unis. Pouvez-vous peindre un tableau général sur ce qu'est la diaspora congolaise à ce jour? Peindre un tableau général, ça sera prétentieux de ma part. Je ne pourrais pas peindre ce tableau général. Non, le but de mon séjour ici, je suis arrivé dans le cadre d'une rencontre avec une fondation que je ne vais pas faire la publicité ici, mais je suis venu dans ce cadre-là. Et là, nous avons appris énormément de choses. Et pendant cette descente, j'avais pensé en partant de Brazzaville, essayer de voir comment nous pouvons tisser réellement des rapports avec la diaspora. Parce que nous connaissons aujourd'hui, personnellement moi, je connais la diaspora des réseaux sociaux, qui est tellement, qui est virulente, cette diaspora, qui est en colère, pour ne pas parler de la haine, mais qui est en colère. En colère parce que c'est normal. Ils voient que la gestion du patrimoine public est mal faite. Et ils se sentent foulés aux pieds parce qu'ils ont une connaissance, parce qu'ils ont un savoir, parce qu'ils veulent apporter ce savoir-là à leur pays. Mais ils rencontrent une résistance. Alors moi je suis venu tout simplement voir avec cette diaspora-là comment ensemble nous pouvons construire. Parce que je pense que c'est en nous mettant ensemble que nous pouvons construire. Même si aujourd'hui tu reproches à ton frère qu'il a des poux, mais c'est en étant avec lui que tu peux lui enlever les poux. C'est en essayant de le comprendre. Parce qu'il se peut que vous ne voyez pas les choses pareilles, mais c'est en se mettant ensemble et que vous pouvez bâtir. Donc moi je suis venu tout simplement d'abord commencer à nouer un lien. Parce que je dis, il y a une volonté qui est celle du chef de l'État. La première volonté du chef de l'État, c'était de créer une conseillère à la diaspora. Voulez-vous me dire qu'il y a une volonté d'ouverture du gouvernement? La volonté. Voulez-vous faire le porte-parole? Non, je ne veux pas me faire le porte-parole, non. Moi, je fais une démarche personnelle. Ce n'est même pas mon parti qui m'a envoyé. Je vous ai bien dit, je suis venu dans un cadre privé. J'ai été invité par une fondation, que je ne veux pas faire la publicité. Je suis venu travailler dans ce cadre-là. Nous avons eu des échanges avec des Africains, mais des autres pays. Et je me suis dit, en partant même de Brazza, comment je peux essayer de voir avec la diaspora, comment nous pouvons bâtir ensemble. Parce qu'on ne peut pas bâtir si nous ne nous connaissons pas. La première des choses, c'est d'abord commencer à se connaître. Il y a des hommes de bonne volonté qui sont au sein du gouvernement, qui sont au sein de Brazzaville, qui sont au sein du Congo, qui veulent que les choses avancent. Comme je dis aussi, il y a des gens de bonne volonté qui sont au sein de la diaspora, qui veulent que les choses changent, mais qui sont venus avec cette volonté-là, mais qui ont été heurtés par la résistance de ceux qui sont au Congo. Donc, tout ça là, il faut que nous mettons ça sur la table. Et c'est dans ce sens-là que moi je viens. Ma tournée passe d'abord dans le but de se connaître soi-même. Et à côté de ça, le chef de l'État, le président Denis Sassou Nguesso, nous a donné carrément une ouverture. Quand il nous a reçus, nous les parlements réunis en congrès, en disant pour une énième fois de nous lever contre les antivaleurs.
Et c'est ça les antipodes. Déjà reprocher l'autre, ce que tu ne connais pas, accuser l'autre, indexer. Mon grand-père me disait, quand tu indexes quelqu'un, tu as 4 doigts qui sont vers toi-même et tu as un doigt qui est vers lui. Donc tu as ces 4 doigts-là. Et la Bible nous dit, avant d'enlever la paille qui est dans ton qui est dans l'œil de l'autre, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil. Donc le changement commence par soi-même. Il faut déjà que, c'est vrai, il y a des frustrations. C'est vrai qu'il y a la haine. C'est vrai qu'on a des choses à reprocher à l'autre. Mais si nous n'acceptons pas l'autre, différent qu'il soit de nous, je pense que nous allons faire fausse route. Alors, nous allons terminer dans quelques secondes. Monsieur le député, donc député José Cyr Ebina, député de la circonscription unique d'Igné. Alors, vous êtes arrivé il y a quelques jours ici à Chicago. Peut-être une inspiration, ce que vous avez vu à Downtown Chicago ou un peu partout. Est-ce que ça peut contribuer à votre réflexion sur comment le Congo de demain peut se reconstruire? Oui, vous savez, je vais parler de ceux que j'ai pu rencontrer. J'ai eu un de vos collègues qui m'a permis de passer sur une de ces chaînes en discutant avec les Congolais de l'étranger. Mais qui m'ont sorti, qui m'ont dit des choses. Et ces choses-là m'ont permis de savoir exactement ce que les uns et les autres pensent. Et c'est pour ça que je dis, le Congo que nous devons tous ensemble mettre en place, c'est un Congo de méritocratie. Mais pour que ce Congo de méritocratie s'installe, vous savez, nous qui sommes en Afrique, nous vous voyons, ceux qui sont de la diaspora, comme des gens qui ont réussi. Mais on ne sait pas la pénibilité, la rigueur que vous mettez pour pouvoir réussir. On ne la connaît pas, on ne le voit pas. Et il y a certains qui sont avec nous de l'autre côté parce qu'ils ont bénéficié d'une facilité, d'un oncle qui est appelé, qui vient occuper un poste et qui gère les deniers publics, les deniers qui nous appartiennent tous, comme si c'était à lui, comme si c'était son entreprise, et il pense qu'il est au-dessus des autres. Non, moi je dis, et c'est là où nous devons jouer de notre intelligence. C'est là où nous devons réellement nous mettre ensemble. Mais dans un climat de fiabilité. J'insiste bien, de fiabilité et de confiance. S'il n'y a pas de confiance, s'il n'y a pas de fiabilité, nous allons faire fausse route. Et demain, ça sera les mêmes choses. Je vais dire une chose. Je m'attirerai des foudres comme je m'attirerai des sympathies. Mais aujourd'hui, nous sommes là en train d'incriminer, en disant que voilà, c'est le président Sassou, c'est le président Sassou. Mais moi, mon grand-père me disait, on est responsable de ce qu'on fait, mais on est responsable aussi de ce qu'on laisse faire. Nous laissons faire exactement énormément de choses, parce que nous sommes tous comptables. Nous acceptons cet état de fait, parce qu'on espère, chacun de nous, que demain, le président Sassou m'appellerait, je viendrai pour faire sinon pareil, ou je vais rattraper le temps perdu. Non, vous qui êtes ici aux États-Unis, vous voyez comment on gagne sa vie, c'est par le travail. Ramenez la valeur travail. La valeur travail qui était le Congo d'hier, le Congo, je dis bien avec K. Le Congo d'hier avec K. Ce Congo-là qui a permis au président Sassou aujourd'hui que nous décrions, mais qui a permis à nombre de Congolais de venir, de partir de leur village, parce qu'ils n'avaient pas des parents qui étaient nantis, mais de partir de leur village. C'est le Congo qui leur a donné la bourse de venir à Brazzaville, d'aller par exemple pour le président Sassou, d'aller de son noyau natal, de venir à Brazzaville, d'aller à Mbunda et d'aller en Algérie pour sortir cet éminent officier. Ce Congo qui a permis à mon grand-père, celui-là je peux mieux parler de lui, qui était un autodidacte, Ebina Daniel, qui ne savait ni lire ni écrire, mais parce qu'il y avait un état de droit, parce qu'il y avait un Congo où il y avait la justice sociale, qui a permis à ce monsieur de vendre la cola, de vendre du raffia, de vendre du tabac. Et ce monsieur a vendu du tabac et allait revendre dans les villages. Depuis qu'il faisait son commerce, il n'est jamais venu en Europe. Il est venu en Europe dans les années 80. Mais Ebina Daniel, c'est le premier Congolais qui a construit une salle de cinéma avec ses fonds propres. Il n'a jamais eu un marché de l'État. Donc ce Congo-là, c'est de ce Congo que nous rêvons. Le Congo qui permettra à l'enfant d'un paysan et l'enfant d'un député. Si on dit que c'est avec 10 de moyenne que l'enfant là doit rentrer en 6e,
Si c'est l'enfant du paysan qui a 10 de moyenne et l'enfant du député a 3 de moyenne, c'est l'enfant du paysan qui passe. Ce Congo qui nous a donné notre chère patrie. Et c'est de ça que je rêve. Oui, vous pourrez me dire, je suis dans le pays de Bisounours, parce que oui, il y a toujours des gens qui pensent. Mais il y a aussi des gens qui ont des valeurs. Je vais parler d'ici, les États-Unis. Rappelez-vous de la lutte de Martin Luther King. Sa lutte est partie des gens qui avaient des valeurs. Et lui-même, il avait des valeurs. Et sa lutte est partie de la non-violence. Moi, je suis un non-violent. Et je crois que nous pourrons bâtir le Congo si nous nous mettons tous ensemble, mais dans l'amour. Celui qui vient avec la haine, il restera derrière. Parce que l'amour est au-dessus de tout. Voilà, c'est le temps de, pour terminer, de remercier le consul du Midwest ici aux USA qui nous a offert ses locaux pour l'interview. José Siribina, merci. C'est moi qui vous remercie. Et je remercie la communauté et ceux qui nous suivent. Et je dis le patriotisme d'abord. Merci. Merci.